Merci beaucoup. On va attaquer. Voilà, ça c'est le jingle des séquences. Donc on va attaquer la première séquence qui est donc la séquence des résultats. À la fin de chaque séquence, il y aura des questions. Donc réservez bien vos questions pour la fin de la séquence. Et je vais donc demander à Virginie Brun, qui est la chef de projet Défi, de monter sur scène pour nous brosser le portrait, entre guillemets, du réseau Défi, ce qui permettra de bien comprendre ensuite tous les résultats qui vous seront présentés. Merci Jean-Michel. Bonjour à toutes et à tous. Voilà. Donc au nom déjà de l'ensemble des acteurs du réseau Défi, je suis très heureuse de vous accueillir, de vous souhaiter la bienvenue pour ce premier colloque Défi Arbo. Et j'en profite donc pour remercier Madame Tixier, enfin l'établissement Supagro, de nous accueillir ici, et puis de vous remercier pour vos propos introductifs ainsi que Monsieur Sauvêtre. C'est une grande satisfaction pour nous de vous voir aussi nombreux pour ce colloque. C'était un peu inattendu. Donc la pression est forte sur nos épaules et du coup nous espérons que nous serons à la hauteur de vos attentes. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ce colloque, je vais vous présenter en quelques mots le réseau Défi, son organisation et son fonctionnement. Je m'arrêterai aussi également sur quelques notions et concepts méthodologiques clés que nous travaillons dans le réseau et qui vous seront présentés par la suite. Il faudrait peut-être que je fasse défiler mes diapos. Donc voilà, Défi, comme vous le savez, c'est donc l'une des actions du plan Ecophyto qui s'inscrit d'abord, comme l'a rappelé M. Sauvêtre, dans un contexte européen, le paquet pesticides qui a été adopté donc en 2009 et qui comprend un ensemble de textes réglementaires et de directives, dont la directive cadre 128 qui nous réunit ce jour et qui visait donc à l'époque à instaurer un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation de pesticides qui soit compatible avec le développement durable. Donc en France, cette question était de la réduction de l'usage des produits phytosanitaires et de leurs impacts environnementaux constituait déjà un enjeu pour l'agriculture en 2009. Un enjeu important et qui faisait aussi écho à une préoccupation grandissante de la société pour les questions environnementales et de développement durable. Alors c'est peut-être en 2008, avec le Grenelle de l'environnement, qui a eu un tournant, puisque pour la première fois on a adopté un objectif de réduction des usages de produits phytosanitaires comme contribution majeure à la réduction des risques. Donc de là, même si vous le savez, mais de là est né le plan Ecophyto, avec son objectif de réduction de 50% des usages de produits phytosanitaires. Et donc à l'époque, déjà en 2008, ce plan comportait la mise en place d'une action pour mutualiser les connaissances et les données de référence sur les systèmes agricoles économes en pesticides, et c'était donc l'action Défi. Alors à l'origine, Défi s'était vu confier 3 objectifs. Démontrer qu'il était possible de réduire les produits phytosanitaires, expérimenter les systèmes de culture économes en phyto et produire, donc, comme je disais, des références sur ces systèmes en vue de les diffuser et de les transférer au plus grand nombre. Donc, tout en conservant ces objectifs centraux, les finalités de ce dispositif Défi ont légèrement évolué par la suite, et afin notamment d'élargir le champ d'action au-delà du seul objectif de réduction des pesticides. Et donc, il s'agit désormais d'éprouver dans la durée les pratiques et les systèmes qui sont mis en place par les agriculteurs du réseau Défi, de tester leur résilience, d'évaluer leur performance sur les 3 piliers de la durabilité, en vue de les valoriser, comme je disais, et de les déployer au plus grand nombre. Donc, ces finalités ont été réaffirmées et renforcées dans le cadre du plan Ecophyto 2 en 2015, et qui a donc un plan, une version 2, qui a conforté Défi comme action structurante du plan Ecophyto, et en l'enjoignant donc à faire rayonner 3000 fermes, dont je vais vous en dire un peu plus juste après, donc 3000 fermes articulées avec l'agriculture biologique et l'enseignement agricole, et également donc un dispositif qui devait servir de socle de départ pour l'action dite des 30 000 fermes Ecophyto, donc qui vise à accompagner 30 000 fermes dans la transition vers l'agroécologie à bas niveau de produits phytosanitaires. Donc aujourd'hui, Défi, ce sont 2 dispositifs. Un réseau ferme qui rassemble un peu plus donc, de 3000 agriculteurs qui se sont engagés de manière volontaire à travailler sur la réduction d'usage des produits phytosanitaires.
sur leur exploitation. Donc ce réseau couvre l'ensemble des filières de production végétale et est présent sur tout le territoire national, DOM inclus, puisque le réseau DEFI est effectivement présent dans les DOM. Alors comme le réseau faisant le pari en fait du collectif pour accélérer le changement, les agriculteurs du réseau DEFI sont rassemblés en groupes d'une douzaine d'exploitations agricoles, chacun de ces groupes étant suivi, comme l'a rappelé Jean-Michel, par un conseiller ou un animateur dénommé dans notre jargon DEFI ingénieur réseau. Et donc actuellement le réseau DEFI est composé de 254 groupes, soit 254 ingénieurs réseau et si je ne me trompe pas 21 groupes pour la filière arboriculture. Mais DEFI, c'est aussi un réseau d'expérimentation, donc le réseau XP, comme vous allez le voir aujourd'hui, qui rassemble un peu plus de 170 sites expérimentaux sur lesquels sont testés et évalués des systèmes de culture très en rupture vis-à-vis de l'usage des produits phytosanitaires. Donc très en rupture puisque en fait, ces systèmes testés visent des objectifs de réduction de phyto qui vont bien au-delà des moins 50%, certains même allant jusqu'à tester des modalités jusqu'à sans phyto, zéro phyto. Donc au total actuellement, le réseau est composé de 39 projets XP, 9 pour la filière arboriculture. Donc ces projets couvrent, comme pour les réseaux fermes, l'ensemble des filières de production végétale. Et ces projets sont composés donc de plusieurs sites qui sont financés sur 5 à 6 ans, donc pour mener à bien leurs expérimentations. Une des particularités du réseau DEFI est également donc son caractère multipartenarial, puisque les acteurs du réseau sont issus d'une grande diversité de structures et d'organismes. Alors, vous ne voyez pas grand-chose, mais justement, c'était un peu le but. En fait, c'était pour vous montrer la grande diversité des acteurs du réseau. Mais côté ferme, dans le réseau ferme, ce sont principalement les structures de développement qui composent le réseau, avec les chambres d'agriculture, le réseau CIVAM, les groupements d'agriculteurs biologiques, les coopératives et négoces, et puis diverses associations. Côté XP, on retrouve évidemment donc les principaux partenaires de la recherche et d'innovation en agriculture, Institut technique agricole, INRA, CIRAD pour les DOM et organisations professionnelles agricoles. Au niveau national, donc le réseau DEFI est piloté par un comité stratégique qui est coprésidé par le ministère en charge de l'agriculture et le ministère en charge de l'environnement. Et il est composé, ce comité stratégique est composé de représentants de diverses institutions du monde agricole français. INRA, APCA, ACTA pour le réseau des instituts techniques, COP de France, France Nature Environnement, réseau CIVAM, etc. Et puis donc le dispositif est financé par l'Agence française pour la biodiversité sur des crédits qui sont issus de la redevance pour pollution diffuse au même titre que l'ensemble des actions du plan Écophyto. Donc si l'on s'intéresse maintenant d'un peu plus près au fonctionnement du réseau, donc je vous parlais de 3000 agriculteurs pour le volet ferme, donc ces agriculteurs constituent véritablement la base, le socle du dispositif. Ces agriculteurs, comme je disais, s'engagent à travailler sur la réduction de l'usage des produits phytosanitaires sur leur exploitation, mais également et c'est là aussi toute la spécificité du réseau, également à échanger avec leurs pairs dans le cadre de leur groupe et à communiquer aussi à l'extérieur sur les résultats obtenus sur leur ferme auprès d'autres agriculteurs afin d'accélérer le transfert. Donc ces agriculteurs sont accompagnés dans leur démarche par des conseillers animateurs nommés donc ingénieurs réseau qui ont également pour mission d'organiser des actions de démonstration et de communication pour diffuser les enseignements de leur groupe. Et ils contribuent également donc à la production de connaissances et de références sur les systèmes économes en produits phytosanitaires grâce aux données qu'ils collectent auprès des agriculteurs qu'ils suivent et qui alimentent donc le système d'information du réseau DEFI dont vous avez peut-être entendu parler, le système AgroSyst qui est donc un outil développé et piloté par l'INRA. Donc ces données collectées comportent évidemment une forte dimension agroéconomique mais aussi environnementale, économique ou d'organisation du travail. Donc, au niveau régional, les ingénieurs réseau sont appuyés et accompagnés dans leur mission donc par les ingénieurs territoriaux, dont Jean-Michel vous parlait, lui-même étant ingénieur territorial pour la filière arboriculture. Et ces ingénieurs territoriaux jouent un rôle essentiel localement pour assurer le lien et la cohérence entre les volets XP et ferme du dispositif DEFI et entre DEFI et les autres actions du plan Écophyto, notamment, mais pas uniquement, via leur contribution au déploiement des groupes 30 000.
Ils ont également un rôle de représentation du dispositif DEFI auprès des acteurs éco-phyto en région, donc que ce soit au niveau des DRAF ou des chambres régionales d'agriculture. Côté expé, les responsables de sites expérimentaux ont évidemment pour mission de mener à bien leurs expérimentations, mais également d'alimenter la base de données agrossistes avec les données de suivi de leurs systèmes, des systèmes qu'ils mettent en place. Et ils sont en lien avec les ingénieurs réseau de leur territoire. À l'échelon supérieur, donc, les porteurs de projets expé sont chargés de la mise en œuvre, de la coordination et de l'animation globale de ces projets d'expérimentation. Et ils valorisent les résultats obtenus sur l'ensemble des sites d'expérimentation. En tête de réseau, on retrouve la cellule d'animation nationale, ou CAN, qui assure donc la mise en œuvre et l'animation globale du dispositif. C'est la CAN qui propose et formalise les objectifs pour le réseau et qui développe les outils et méthodes qui permettent d'étudier et d'analyser les trajectoires d'évolution des systèmes de culture suivis dans le réseau, parce que c'est bien ça qui nous intéresse, de pouvoir suivre ces évolutions. Et l'action donc de tous ces acteurs est complétée par les contributions d'autres acteurs du plan éco-phyto, comme les ministères ou les DRAF en région. Le réseau DEFI, donc, vous l'aurez compris, c'est également donc une méthode qui vise à accompagner individuellement et collectivement les agriculteurs dans la réduction des pesticides et donc, comme je le disais, à produire des données de référence et des connaissances sur les solutions et les alternatives qu'ils mettent en pratique sur leur ferme. Donc, pour ce faire, l'échelle de travail qui a été retenue dans le réseau DEFI, c'est le système de culture. Donc, je vous laisse lire, mais le système de culture a été défini par Michel Sébillotte. Et c'est vrai qu'au départ, donc, ce concept s'était particulièrement bien adapté aux cultures assolées. Alors, il reste néanmoins valable pour toutes les filières, même si il est peut-être plus difficile à appréhender pour les cultures pérennes, et notamment pour l'arboriculture, pour lesquelles la notion de rotation est peut-être moins évidente, puisque le système de culture fait quand même appel à une notion d'assolement et de rotation. Mais bon, en arboriculture, on peut dire que ce système de cette définition reste valable, tout en faisant appel à des notions comme les caractéristiques variétales, les modes de conduite ou encore les objectifs de commercialisation du producteur. Mais on est bien sur un ensemble de modalités techniques mises en œuvre sur un ensemble de parcelles, conduites de façon homogène. C'est cette échelle de travail qui a été retenue, car elle est considérée comme particulièrement pertinente pour analyser en fait les logiques des pratiques culturelles et donc les logiques qui les sous-tendent. Ce qui n'empêche pas donc certains agriculteurs et expérimentateurs du réseau à travailler à des échelles de travail un peu plus larges, comme le système de production, voire même le territoire. Partant donc de cette base, l'objectif poursuivi, comme je vous le disais, est d'évaluer donc les systèmes de culture du point de vue de différents critères et bien évidemment en premier lieu celui du niveau d'usage des produits phytosanitaires. Donc pour ce faire, on a recours dans le réseau à un indicateur qui est l'IFT, dont vous avez certainement entendu parler. Donc l'IFT, ou indice de fréquence de traitement, mesure un niveau d'utilisation des produits phytosanitaires. En fait, il comptabilise pour chaque produit appliqué le nombre de doses de référence qui sont utilisées par hectare au cours d'une campagne culturale. Donc cet indicateur peut être calculé à différentes échelles, à l'échelle d'une espèce, mais aussi à l'échelle d'un système de culture, d'une exploitation, voire d'un territoire. Et il peut également être décliné par grande catégorie de produits. Donc on peut calculer un IFT herbicide, IFT fongicide ou insecticide. Donc, pour qualifier le caractère économe ou non d'un système de culture, on compare son IFT à une référence, de préférence externe au réseau quand elle existe, ou sinon à défaut interne. Et on aboutit ainsi à une classification des systèmes de culture. Je ne sais pas si le graphique est très lisible, mais qui distingue donc les systèmes économes quand l'IFT est inférieur à 70% de l'IFT de référence, les systèmes très économes quand l'IFT est inférieur à 50% de l'IFT de référence, et donc les systèmes peu économes quand l'IFT est situé entre l'IFT de référence et 70% c'est un peu complexe, mais je vous laisse lire, et les systèmes non économes quand l'IFT est supérieur à l'IFT de référence. Je crois que la personne qui prendra ma suite vous reprécisera peut-être un peu ces définitions.
Mais comme je vous disais, hein, au-delà du niveau d'usage en pesticides, il est primordial en fait d'évaluer ces systèmes de culture au regard de leur performance sur d'autres critères, donc pas uniquement sur le critère de l'usage des pesticides, mais sur d'autres critères, notamment économiques, sociaux et environnementaux. Et donc, un des premiers chantiers de défi a été d'explorer la performance économique de ces systèmes de culture économes en produits phytosanitaires, en s'intéressant donc à leurs résultats économiques, donc marge semi-nette ou chiffre d'affaires, hein, selon la filière considérée. Et ce travail sur les systèmes économes en produits phytosanitaires et performants économiquement, qu'on appelle SCEP, dans notre jargon défi, donc a donné lieu à la production d'un ensemble de fiches techniques qui décrivent dans le détail ces systèmes de culture économes et performants et qui décrivent aussi les pratiques mises en place. Vous pouvez trouver toutes ces fiches, hein, sur les différents espaces Internet du réseau défi. Poursuivant sur cette dynamique, donc le réseau travaille actuellement à caractériser ces systèmes de culture sur la base d'évaluations multicritères, hein, dans des approches globales qui visent à appréhender en fait la robustesse des systèmes dans toutes leurs composantes, qu'elles soient économiques, environnementales ou sociales, donc grâce à d'autres indicateurs comme voilà, la capacité productive, la qualité du milieu, la conservation de la biodiversité, etc. Donc c'est une approche résolument systémique et multicritère, hein, qui est au cœur de la démarche défi et qui s'inscrit donc pleinement dans le cadre de l'agroécologie dont vous avez entendu parler et dans sa manière donc de concevoir finalement des systèmes de culture qui s'appuient d'abord sur les fonctionnalités des écosystèmes à partir d'un ensemble de techniques qui fonctionnent en synergie et qui sont évidemment adaptées au contexte de production, tout en répondant aux objectifs propres de l'agriculteur. Alors, bien évidemment, Défi s'inscrit dans un écosystème scientifique, hein, il n'est pas le seul à travailler sur ces questions-là, un écosystème scientifique qui a beaucoup travaillé et qui continue, hein, de travailler sur ces questions et sur l'approche système en agriculture. Alors, historiquement, c'est le RMT sur les systèmes de culture innovants, hein, qui a beaucoup œuvré à la mise au point et à la méthodologie qui sont aujourd'hui déployées dans le réseau Défi, que ce soit sur les aspects liés aux dynamiques d'apprentissage et à l'accompagnement des agriculteurs, mais aussi donc aux aspects liés à l'acquisition et à la production de références sur les systèmes économes. Mais évidemment, il y a d'autres réseaux mixtes technologiques ou d'autres GIS qui travaillent sur des thématiques et approches complémentaires à celles qui sont développées dans le réseau Défi. Vous connaissez évidemment le GIS Fruits avec qui donc le réseau Défi est très fortement lié. Voilà, peut-être, enfin, pour conclure, je voulais donc souligner effectivement que si Défi, comme je disais, se nourrit, hein, d'un partenariat scientifique riche et dynamique pour contribuer à la réussite du plan Ecophyto, il le fait aussi en lien étroit avec d'autres actions du plan Ecophyto, comme les CEPP, dont nous parlait Monsieur Sauvêtre en introduction, la surveillance biologique du territoire, le Certifito, l'accompagnement des groupes 30 000, des actions finalement dans lesquelles les acteurs du réseau Défi, au premier rang desquels les ingénieurs réseau Défi, sont particulièrement impliqués. L'autre point sur lequel je voulais insister, c'est la dimension multipartenariale du réseau Défi, car c'est à mon sens un des points clés de la dynamique et certainement de la réussite actuelle du réseau Défi, celle d'avoir su et pu fédérer l'ensemble des acteurs du monde agricole, structures de développement, coopératives, instituts techniques, organismes de recherche, d'avoir su donc fédérer l'ensemble de ces acteurs pour objectiver l'utilisation des produits phytosanitaires, étudier les chemins vers la réduction des produits phytosanitaires et accompagner donc au final les évolutions de l'agriculture vers des systèmes agricoles moins dépendants aux pesticides. Donc c'est vrai que cet aspect multipartenarial confère au réseau Défi un caractère assez unique, assez singulier, voire unique dans le paysage agricole actuel, qui en fait certainement toute sa force. Et cet engagement, hein, de l'ensemble de ses partenaires a déjà permis d'obtenir des résultats très encourageants, donc après 8 ans, sur les fermes Défi, résultats qui ne se démentent pas d'une année sur l'autre. Donc c'est l'objet, hein, de cette diapositive et des résultats que je vais vous présenter, qui vous présentent donc les derniers résultats du réseau Défi Ferme, donc en termes de baisse d'IFT,
Ces chiffres donc, vous présentent, en fait, il y a deux choses à voir. Il y a donc les évolutions moyennes d'IFT par filière, donc entre l'entrée des systèmes dans le réseau défi et la moyenne des années 2015, 2016, 2017. Comme vous le voyez, donc, toutes les filières montrent des niveaux d'utilisation de pesticides en baisse. Alors avec quelques variations selon et quelques distinctions selon les filières, mais globalement, tout ceci confirme que des marges de progression sont possibles dans toutes les filières et partout en France, à condition et pour peu, mais ça on est ici aussi pour en témoigner, que les agriculteurs soient accompagnés dans leurs efforts et dans leur démarche de réduction des pesticides et que le transfert des solutions alternatives soit effectif sur le terrain. Donc je termine en faisant peut-être un zoom sur les résultats de la filière arboriculture, donc avec le chiffre de baisse de l'usage des produits phytosanitaires pour la filière, et puis les chiffres d'IFT 2017, donc la moyenne pour la filière, et avec à titre d'exemple les résultats d'IFT pour 3 espèces. Je vais laisser la parole désormais à Baptiste Labéry, qui va vous présenter dans le détail les résultats de la filière les résultats du réseau défi pour la filière arboriculture. Et je vous remercie pour votre attention. Bien, merci beaucoup Virginie. Baptiste, écoute, tu es expert filière à la Cannes sur l'arboriculture, tu travailles au CTIFL et donc je vais te laisser tout de suite la parole pour nous présenter les principaux résultats des groupes fermes et de l'expérimentation. Oui, merci Jean-Michel. Donc effectivement, je vais vous présenter les résultats du réseau défi en arboriculture. Donc quelques éléments pour introduire cette présentation, des éléments pour resituer un petit peu le contexte de la réduction des phytos en arboriculture. Le verger français, donc source Agreste 2017, c'est environ 160 000 hectares, en comptant des vergers de cultures fruitières tropicales aussi. Un verger qui est très diversifié, beaucoup d'espèces fruitières cultivées en France, mais qui est dominé par une espèce qui est la pomme, qui couvre, je crois, 50 000 hectares de verger si on compte la pomme à couteau et la pomme à cidre. On a une consommation de produits phytosanitaires à l'hectare qui est élevée par rapport à d'autres filières végétales. Si on regarde de l'indicateur IFT, on a des IFT assez élevés sur certaines espèces, comme encore une fois justement la pomme qui est souvent décriée. Ce sont majoritairement des fongicides et des insecticides qui sont appliqués en verger. On a aussi des herbicides qui sont appliqués, des régulateurs de charge notamment en pommes et poires. Mais pour ces types de produits-là, herbicides et régulateurs de charge, ça ne représente qu'une part assez faible de l'IFT. L'IFT dépend de l'espèce fruitière, évidemment. Chaque espèce a son cortège de bioagresseurs. On a un effet année qui est important, c'est pas du tout propre à la filière arbo. Les conditions climatiques influent sur les dynamiques des bioagresseurs, donc sur la pression. Nous sommes sur des cultures pérennes, ça paraît évident, mais c'est important parce que ça veut dire que quand on plante un verger, on s'engage pour plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Donc quand un bioagresseur arrive dans une parcelle de verger, il peut lui aussi s'installer. On a tendance à être dans notre filière un peu plus craintif, peut-être à moins accepter certains niveaux de dégâts de bioagresseurs. On a un marché qui est exigeant. Je pense que dans la salle, il y a beaucoup de gens qui le savent mieux que moi. Pour une grande majorité d'espèces fruitières, c'est une vente de produits en majorité en frais non transformés, dans lequel en fait, il y a des exigences cosmétiques, de fruits parfaits, sans taches de maladie, sans piqûres d'insectes, qui nous rend dépendants encore plus de ces produits phytosanitaires. La liste n'est pas exhaustive de tous ces éléments de contexte, mais un dernier point juste technique. On parle bien en filière arboriculture d'IFT hors biocontrôle. Dans les réseaux défis, on suit aussi l'IFT biocontrôle, donc les traitements à base de produits qui font partie de la liste officielle des biocontrôles. Mais ce qu'on cherche vraiment à réduire, évidemment, c'est bien cet IFT hors biocontrôle. Alors, on va commencer par le réseau ferme. Donc le réseau ferme, voici la carte de France. Donc c'est 21 groupes fermes, comme c'était précisé auparavant par Virginie. 238 arboriculteurs défis. On a près de 30% des exploitations de défis qui sont en agriculture biologique. Les groupes fermes sont donc animés, accompagnés par des ingénieurs réseau qui appartiennent majoritairement à des chambres d'agriculture, mais aussi des groupements bio, des associations type Fredon, CETA, et puis des coopératives. On va regarder un petit peu la carte de France pour voir comment ça se passe. Oui, du côté ouest, en fait, on a quand même beaucoup de réseaux pommes, c'est les points verts, en partant du Val-de-Loire, en passant par le Poitou, les Charentes, le Limousin et la vallée de la Garonne. Dans la vallée de la Garonne, on a aussi quelques réseaux avec de la prune et du raisin de table. Autour de la Méditerranée, on a des réseaux pêche et abricots sur les Pyrénées-Orientales, l'Accro
et en remontant aussi sur la vallée du Rhône. On a un réseau clémentine en Corse, un réseau olive dans le Var, et on a des réseaux pommes et poires dans les Alpes du Nord et du Sud. Et 2 réseaux noix en Isère et en Dordogne, je les montre aussi, ici et ici. Et enfin, un réseau prune Mirabelle en Lorraine. Toutes les espèces fruitières cultivées en France ne sont pas représentées. Malgré tout, on a quand même un réseau DEFI qui est assez représentatif de grands bassins de production français fruitiers. Alors, quand les fermes sont rentrées dans le réseau DEFI, évidemment, la première chose qu'on a faite, c'est faire un bilan des pratiques phytosanitaires. Ce qu'on a fait, ce qu'on appelle un état initial en fait des pratiques phyto, ce qu'on appelle nous dans notre jargon le point zéro, pour savoir où elles en étaient, ces fermes, des niveaux de traitement phytosanitaire. Certaines fermes sont rentrées dans le réseau il y a quelques temps, en 2012, ce qu'on appelle les fermes historiques. D'autres fermes sont rentrées plus récemment, en 2016, ce qu'on appelle un peu les nouvelles fermes. Là, ici, sont présentés en fait les IFT au point de départ de toutes ces fermes. Et donc par espèce. Donc vous voyez ce que je disais, il y a des niveaux d'IFT qui dépendent des espèces fruitières. Sur la pêche, la pomme, on a des IFT assez élevés. C'est plus intermédiaire sur l'abricot, la clémentine, la poire et la prune, autour de 10-15. Et puis on a des espèces avec des IFT plus faibles, en dessous de 5, comme la noix et l'olive par exemple. On a des IFT, donc vous voyez, on a des IFT dans les systèmes conventionnels et dans les systèmes bio. Dans les systèmes bio, il y a aussi des IFT hors biocontrôle. Très majoritairement, c'est dû à des produits à base de cuivre dans ces systèmes-là. Une question légitime qu'on peut se poser très rapidement, c'est est-ce que les IFT, les pratiques phyto des fermes DEFI sont représentatives du reste de la population? C'est difficile de répondre à cette question parce que pour ça, il faut avoir des références. Et les références, alors on en dispose. Il y a 2 enquêtes qui ont été menées par les enquêtes pratiques culturelles, menées par le ministère sur les campagnes 2012 et 2015. Problème, c'est que là, moi, dans ce graphique-là, j'ai essayé de comparer les IFT des points de départ de fermes DEFI qui ont été calculés sur plusieurs années. Donc, si on prend les fermes historiques, par exemple, ça a été calculé de 2009 à 2011. Et là, on les compare à des IFT sur une année, par exemple 2012 et 2015. Déjà, c'est discutable. Et puis, en plus de ça, il faudrait garantir que la méthode de comptage des IFT, notamment ce qui fait partie de la liste biocontrôle ou pas, soit strictement la même entre DEFI et l'enquête pratique culturelle, ce qui n'est pas non plus évident. Une fois que je vous ai dit tous ces biais-là, malgré tout, on peut quand même regarder. Et ce qu'on voit ici en comparant les données donc de DEFI, IFT point de départ pour les systèmes hors AB et les données des enquêtes sur les 4 espèces qui sont communes à DEFI et à l'enquête, donc la pomme, la pêche, la prune et l'abricot, finalement on a des IFT qui sont quand même assez similaires, ce qui montre que le réseau DEFI est sans doute pas tout à fait, et donc plutôt cohérent en fait avec l'ensemble des pratiques du reste de la population française. Donc évidemment, on a vu les points de départ. La question, c'est l'évolution de ces IFT. Les fermes rentrent dans DEFI et donc le challenge, c'est de s'engager dans la réduction des phytos. Donc comme vous l'a montré Virginie auparavant, sur les fermes historiques qui sont rentrées dans le réseau en 2012, toutes filières confondues, toutes régions confondues, quand on regarde l'IFT entre l'état initial et la moyenne 2015 à 2017, on a une réduction de 25% de ces fermes de l'IFT. Et en ce qui concerne les nouvelles fermes, donc c'est le trait en bleu clair, ici. Donc les nouvelles fermes sont rentrées dans le réseau plus récemment, en 2016. Donc on n'a regardé que sur l'année 2017. Et il y a déjà une dynamique de réduction, puisqu'il y a 21% déjà de réduction pour ces fermes en 2017, quand les historiques réduisent de 32%. Voilà, donc une dynamique de réduction qui est engagée dans les réseaux fermes. Ça, c'était un chiffre, toutes filières confondues. C'est évidemment plus intéressant de regarder ce qui se passe espèce par espèce. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les graphiques de chaque espèce. Chacun peut regarder peut-être l'espèce qu'il préfère ou qui le concerne le plus. Pour vous montrer que les niveaux de réduction sont différents en fonction des espèces. Sur l'abricot et la clémentine, on a des réductions assez fortes dans les réseaux au-delà de 40%. On a des niveaux peut-être plus intermédiaires sur, par exemple, la poire, et puis des niveaux sur la prune, pêche, pomme, entre 10 et 14% de réduction. Là, sur des moyennes 2014-2016. Donc voilà, donc c'est pour ça pour dire réduction, en tout cas oui, donc il y a des niveaux de réduction différents en fonction des espèces, mais dans toutes les espèces, il y a une dynamique de réduction des IFT. Quand on regarde l'évolution des IFT dans les réseaux fermes, c'est intéressant de regarder ce qui se passe dans les fermes bio et dans les fermes conventionnelles. Ici, vous avez un graphique qui vous montre à gauche toutes les fermes en bio de DEFI et à droite toutes celles en conventionnel. Il faut regarder en fait, donc il y a plus de fermes conventionnelles dans le réseau DEFI, donc c'est pour ça que la colonne est plus haute, mais ce qu'il faut regarder dans ce graphique, c'est la couleur. Plus c'est vert, plus ça veut dire que les réseaux de fermes ont réussi à réduire les IFT.
d'au moins 25%, voire plus de 50%. En ce qui concerne les bio, 100% d'entre elles ont réussi à réduire les IFT d'au moins 25%, voire plus de 50%. Quand celles qui sont en conventionnel, il n'y a que 44% d'entre elles qui ont réussi à le faire. Donc ça veut dire quoi? Enfin, comment l'interpréter? Ça veut dire que visiblement, hein, vu ces résultats, dans les systèmes bio, on est certainement dans un cadre dans lequel on a plus de marge de manœuvre pour changer, réduire les IFT. Autrement dit, mais ça veut dire la même chose, dans les systèmes conventionnels, on fait certainement face à un ensemble de contraintes plus grand pour réduire les IFT. Ça, c'est un chiffre, toute filière confondue. Évidemment, là encore, c'est intéressant d'aller regarder ce qui se passe espèce par espèce, puisque les enjeux dépendent des espèces. Dans ma présentation, pour aller vite, je ne vais pas vous présenter toutes les espèces, mais je vais vous présenter quelques cas quand même. Le cas de la pomme, quand on regarde le cas de la pomme, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans Défi, on a 3 situations. Soit les fermes qui rentrent dans le réseau Défi sont en conventionnel, donc ce qu'on appelle ici PFI, hein, pour production fruitière intégrée, mais ça veut dire conventionnel, hein, système classique. Soit elles sont dans ce système-là, elles rentrent dans Défi, elles s'engagent dans une démarche de réduction, mais elles restent dans un système de commercialisation conventionnelle. Donc ça, c'est le graphique de gauche, les IFT de gauche. Au milieu, un deuxième cas, les fermes qui rentrent dans Défi sont en bio. Elles s'engagent dans une démarche de réduction aussi, hein, peu importe le point de départ et le contexte, tout le monde s'engage dans une démarche de réduction, et elles restent en bio. Donc ça, c'est le cas du milieu. Et à droite, on a un autre cas où les fermes Défi rentrent dans le réseau en étant dans un système conventionnel, s'engagent dans une démarche de réduction des phytos, mais pour faire ça, décident de changer de système et de se convertir à l'agriculture biologique. Et en fonction de ces 3 situations, en fait, on a 3 types de trajectoires constatées. Ici, dans les trajectoires PFI, on démarre avec des IFT assez élevés, autour de 35-40, avec une dynamique de réduction relativement timide, hein, puisqu'on arrive à peu près à 30 dans le meilleur des cas en 2017. Dans le système bio, on part de beaucoup plus bas, on est plutôt autour de 12 en IFT, et puis on a aussi une réduction constatée. On arrive à des niveaux d'IFT récemment très bas là, pour les bio, autour de 4, je crois. Et puis ensuite, on a ceux qui sont en conversion, et dans les systèmes en conversion, dans le cas de la pomme, c'est là où on remarque les plus grosses baisses d'IFT en termes de pourcentage, en fait. Parce qu'on on est à peu près à 20-25, et puis ces systèmes qui sont en conversion réduisent les phytos, se convertissent, et en fait, en 2017, tous ces systèmes-là sont en bio, et en fait, ils ont rejoint les niveaux d'IFT des systèmes bio. Donc, si on regarde par rapport au point de départ, c'est une réduction considérable. Ça, c'est le cas de la pomme, où on a un peu ces 3 situations-là. Après, en fonction des espèces, les contextes changent. Donc, comme je vous disais, je ne peux vous présenter pas toutes les espèces, mais... Ah oui, pardon, j'ai oublié un petit truc, excusez-moi. J'ai vite transité, mais... Pour les systèmes en conversion, pour bien expliquer ce qui se passe, donc là, vous voyez le graphique ici. Je change de diapo, c'est toujours le même graphique ici. Donc, on constate cette forte pente de réduction des phytos. Ici apparaissent les IFT biocontrôle. En fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il y a une réduction de l'IFT hors biocontrôle, mais on voit qu'il y a, même si cette forte baisse d'IFT hors biocontrôle, il y a une substitution qui se passe sur les produits biocontrôle. En gros, on voit ici, on détecte le fait que les produits utilisés hors biocontrôle ont été remplacés par des produits de biocontrôle, puisque si on regarde l'IFT total, hors biocontrôle plus biocontrôle, finalement, on a une baisse qui est relativement timide. Donc, si je prends le cas, par exemple, de l'abricot, ici, on n'a pas ces 3 types de situations parce que historiquement, il n'y avait pas de fermes en abricot qui étaient en bio et qui sont toujours aujourd'hui dans le réseau. Donc là, on n'a que des systèmes de PFI à PFI. Donc on voit ici que les IFT de départ, donc on n'est pas loin de 12. À partir du moment où ils sont rentrés dans le réseau Défi, il y a une forte réduction. On voit en 2014, 2015, 2016, 2017, même 2016 avec une année certainement un peu plus favorable encore, où on a réduit les phytos jusqu'à en dessous de 6. Les IFT, pardon, en dessous de 6. Et quand on fait le même exercice, qu'on regarde les biocontrôles, ils apparaissent. Ça veut dire que là aussi, le levier de biocontrôle, il est mobilisé dans les fermes Défi pour réduire les IFT hors biocontrôle. Malgré tout, l'IFT total, il baisse aussi. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres leviers qui ont été utilisés dans ces fermes-là pour réduire les IFT hors biocontrôle. Je n'irai pas plus loin dans le détail parce qu'après, il faudrait rentrer dans le système, vraiment dans l'approche système et de chaque cas d'exploitation. Et ça va être un petit peu l'objet de la séquence 2 qui suit. Donc je m'arrête là, moi, pour mes données. Donc voilà pour le réseau ferme. Le réseau Défi, c'est un réseau ferme et un réseau XP. Donc là, je vais revenir sur les principaux résultats issus des 6 projets qui se sont déroulés depuis 2011, alors pour certains projets 2012, jusqu'à 2017 et 2018. Donc on avait 6 projets qui concernaient l'arboriculture pendant cette période-là.
2 projets sur la pomme, Bioréco et XP Ecophyto Pomme, un projet sur la clémentine et le kiwi en Corse, Corse XP, un projet sur la pêche, Écopêche, un projet sur le cerisier, l'abricotier et le prunier, Capred, et un projet vertical sur l'étude de systèmes de verger associés à des cultures assolées, donc soit des grandes cultures sur un site et des cultures maraîchères sur un autre site. Je vais vous présenter les principaux résultats, mais tous les résultats en détail sont dans la synthèse nationale des résultats qui a été publiée en juillet 2018 et que vous avez eu normalement à disposition là, à l'accueil en libre service. Dans le réseau XP, donc l'idée évidemment c'est d'aller plus loin, tester des systèmes innovants qui réduisent les phytos. On a 3 types de systèmes qui sont expérimentés dans le réseau XP. Des systèmes en bio, que vous voyez en vert, AB. Des systèmes éco, pour économe en intrants, donc dans lesquels il y a des objectifs forts de réduction, donc en bleu, mais qui eux ne sortent pas, qui restent dans un cadre de commercialisation conventionnelle. Et enfin des systèmes de référence, en orange, qui sont en fait des systèmes qui sont menés dans les centres et stations expérimentales, mais qui correspondent à des pratiques de vergers, de producteurs commerciaux. Donc dans ces systèmes-là, des leviers ont été mobilisés pour réduire les phytos. Donc on va regarder ce graphique en plusieurs temps. Là, plus la taille des bulles est grande, plus ça veut dire que les leviers en question, les types de leviers ont été mobilisés dans les systèmes. On va commencer par regarder à droite. Dans les systèmes de référence, il y a des bulles. Donc ça veut dire que dans les systèmes de référence, aujourd'hui dans les vergers commerciaux, on a déjà des pratiques pour gérer les bioagresseurs qui permettent de réduire, voire de supprimer les produits phytosanitaires. C'est le cas par exemple de tout ce qui est prophylaxie, qui est ici, là, contrôle culturel par atténuation et par action sur la population. On peut aussi citer la lutte biotechnique ici, qui est largement aussi répandue dans les systèmes conventionnels en pêche et en pomme notamment, c'est la confusion sexuelle. Donc les systèmes innovants du réseau XP, en économe en intrants et en bio, ont dû faire appel à des leviers innovants qui étaient peu répandus dans les systèmes de référence. Et notamment, on peut citer la lutte biologique, qu'on voit ici, avec des bulles assez grosses ici, mais très peu dans les systèmes de référence. Tout ce qui est lâcher d'auxiliaires, et puis traitement avec des micro-organismes, bactéries, virus. On peut aussi citer la lutte physique, très très employée dans les systèmes innovants, et peu dans les systèmes de référence, parce que ce sont des leviers comme le désherbage mécanique, la pose de filets sur les vergers, des bâches anti-pluie, qui demandent de reconcevoir vraiment les vergers, donc qui ont été pas mal mobilisés dans le réseau XP. Voilà, et donc vous avez tout un tas d'autres exemples aussi que vous pouvez voir. J'avance. Une question qu'on a posée, c'est la question de la maîtrise phytosanitaire. Donc tous les responsables de sites, chaque année, chaque campagne, on leur a demandé, en fonction de la récolte qu'ils avaient et de la pression bioagresseur qu'ils avaient subie dans leur parcelle, est-ce qu'ils étaient contents ou pas de la situation phytosanitaire. Quand on regarde à gauche dans les systèmes bio, majoritairement, ils sont plutôt pas satisfaits. Quand on regarde à droite dans les systèmes de référence, majoritairement, ils sont satisfaits, très satisfaits. Il y a une espèce de gradient. Ça veut dire que dans les systèmes bio et dans les systèmes éco, vu qu'on a une baisse de la satisfaction, il y a certainement eu plus de problèmes de bioagresseurs dans ces systèmes-là. Donc la grande question maintenant, c'est quelle est la performance de ces systèmes. En termes d'IFT, les voici en moyenne, espèce par espèce. Le challenge, c'était de réduire les IFT. Vous voyez, dans les systèmes bio et éco, dans les systèmes éco, on a réduit de plus de 50% les IFT dans toutes les espèces, sauf la pomme, mais on a quand même réduit de 43%. Et dans les systèmes bio, on a réduit au-delà de 75%. Hop, je passe ça. Vous allez me dire, ok, bravo, vous avez réduit les IFT dans les systèmes XP, c'est très bien. La question, c'est qu'est-ce qu'il en est ensuite du rendement et du chiffre d'affaires. Le rendement, le voici, donc c'est le même graphique qui présente les données par espèce. Donc, dans les systèmes éco, économe en intrants qui cherchent à réduire les phytos tout en restant dans le même système de culture, le même système de commercialisation, on voit que les niveaux de rendement sont inférieurs au système de référence dans toutes les espèces. Ça, c'est forcément un petit peu une déception pour les systèmes XP parce qu'on cherchait à réduire les phytos et à conserver les mêmes niveaux de rendement que les systèmes de référence. Donc là, on voit qu'il y a eu un impact. Dans les systèmes bio, il y a un impact encore plus fort sur le rendement, il y a des niveaux de rendement qui sont encore plus bas. Est-ce que c'est une déception? Pas forcément, parce que dans les systèmes bio, on a un système de valorisation qui est différent. Et c'est là que rentre en compte le chiffre d'affaires. Quand on regarde le chiffre d'affaires en fait sur ces systèmes-là, on voit que pour les systèmes éco, on a toujours des chiffres d'affaires qui sont inférieurs au système de référence. C'est logique, on avait des rendements différents, des rendements inférieurs. On est dans le même circuit de commercialisation, donc à la fin, on a des chiffres d'affaires inférieurs. Dans les systèmes bio, on avait des rendements inférieurs. Par contre, on a un système de valorisation qui est supérieur. Du coup, on rattrape parfois. C'est le cas de la pêche et de la pomme. On rattrape parfois des niveaux de chiffre d'affaires des systèmes de référence
Sur les très peu de systèmes qui ont été expérimentés en Corse, on a même doublé le chiffre, enfin, on a même dépassé en fait le chiffre d'affaires des systèmes de référence. Très rapidement, donc le réseau XP, voilà pour ses principaux résultats. Aujourd'hui, en 2019, ces projets se sont terminés, d'autres sont arrivés. Il y en a 9. Plusieurs projets qui sont la suite en fait de ce qui s'est passé. EcoPêche est la suite de EcoPêche. Impusa est la suite de Vertical. Mira de Prumel, c'est la suite du projet Capred, respectivement sur l'abricot et la prune. On a 3 nouveaux projets sur 3 filières qu'on n'avait pas encore dans le réseau XP. Revatra pour l'amande, Cidra pour la pomme à cidre et Cisnois pour la noix. On a un projet Max 0 très spécifique sur les campagnols qui concerne plusieurs filières végétales, pas que l'arbo. Et enfin, on a un projet Alto piloté par l'INRA en collaboration avec le CTIFL sur les systèmes en arboriculture agroécologique. Dans ce projet Alto, je terminerai par cette petite image. Sur le site de l'INRA de Gautron, on n'a vraiment pas hésité à aller très loin dans la recherche et dans l'innovation. On s'est fixé un objectif de 0 traitement, absolument aucun traitement. Et pour ça, on n'a pas hésité à complètement reconcevoir ce qu'était un verger comme espace de production. Donc ils ont planté un verger circulaire qui maximise les régulations par les bioagresseurs et qui contraint un maximum, qui maximise les régulations par les auxiliaires et qui contraint un maximum l'impact des bioagresseurs. Voilà, donc pour vous dire qu'on n'hésite pas à complètement repenser et aller très très loin dans l'innovation. À retenir, dans tout ce que j'ai dit, désolé, je suis allé un peu vite pour rattraper le temps, le réseau ferme a réduit de 25% pour les fermes historiques leur IFT. Le réseau XP est allé plus loin, c'était sa vocation, aller plus loin dans la rupture. Il a réduit au-delà de 50% dans la majorité des cas, avec des impacts sur les rendements. On a vu donc que des systèmes de verger économes et performants sont possibles, ces systèmes combinés leviers, et surtout on l'a vu, valorise mieux la production. Cet aspect de valorisation paraît aujourd'hui essentiel dans la réussite des vergers qui réduisent les intrants phytosanitaires. Et je vous remercie de votre attention. Merci.